Sous le ciel pâle de l'hiver, ou dans la poussière brûlante de l'été, la même cité se dresse. Un amas de collines, de temples et de maisons serrées, où le destin de peuples innombrables se décide dans le murmure d'une salle sombre. Au cœur de ce labyrinthe, là où roulent les chariots et où grondent les voix, une force silencieuse gouverne. Le Sénat romain. Là, dans la pénombre des colonnes, prennent place près de 600 hommes. Non pas des princes couronnés, mais des vainqueurs de guerre, des anciens consuls, des préteurs blanchis par la poussière des provinces, des édiles rompus à la foule, des questeurs qui ont manié l'or de la République. Sylla, le dictateur sanglant, a gonflé leur nombre quelques années plus tôt, vers 81 avant notre ère, comme on alimente un brasier pour qu'il brûle plus fort et plus longtemps. Ils siègent, drapés de pourpre, et pourtant leur pouvoir, en apparence consultatif, en vérité enserre tout. Loi, guerre, finance, destin. Le peuple croit élire, mais l'arbre a des racines plus profondes que ses feuilles ne le montrent. Pour atteindre ce Sénat, il faut gravir un escalier tracé d'avance. La questure, l'édilité, la préture, le consulat. Ce chemin, le cursus honorum, Sylla l'a cadenassé. Âge minimum, délai entre les charges, interdit contre toute montée trop rapide. Chaque marche saigne d'or et de promesses. Chaque pas exige des alliés, des clients, des hommes de main. Car la République ne tient pas seulement par des lois écrites. Elle tient par des regards échangés dans les couloirs, par des mains qui se tendent au petit jour. Dans les ruelles de Rome, des citoyens pauvres se rangent derrière un patron puissant, comme des soldats derrière un étendard. Ils le saluent, l'accompagnent, lui doivent leur procès gagné, leur pain, parfois leur vie. En échange, leur voix, leur présence, leur foule. Dans les comices centuriates, où se décident les consuls et les préteurs, les riches votent avant les pauvres. Les plus fortunés forment les premières centuries, celles qui suffisent souvent à trancher. Dans les comices tributes, d'autres magistrats naissent d'urnes où pèsent plus lourd les alliances que la vertu. Au-dessus de cette masse, un petit nombre de noms brillent comme des constellations anciennes. Les nobiles. Ils accumulent les consulatus comme des trophées. Ils gravent leur victoire sur le marbre et dans la mémoire. Eux seuls, dit-on, savent vraiment gouverner. Eux seuls, murmure-t-on, méritent de commander. Entre leurs maisons s'étirent des fils invisibles. Mariage, dette, promesses, rancune. De ces fils naissent des clans qui s'embrassent un jour, se déchirent le lendemain. Mais ce titre république, que l'on croit stable comme le Tibre dans sa boucle de pierre, porte en elle une cicatrice encore rouge. Quelques années auparavant, Rome s'est déchirée contre elle-même. Les soldats de Marius et ceux de Sylla ont semé le carnage sur les terres italiennes. Puis Sylla est entré dans la ville en armes, et la paix qu'il apporte est celle d'un coup de glaive. Alors, un matin, des listes ont été affichées. Proscription. Nom d'hommes condamnés non par un tribunal, mais par la volonté glacée d'un seul. Ceux qui y figurent deviennent des ombres promises à la mort, leurs biens confisqués, leurs corps livrés. Les assassins, au contraire, sont récompensés. Des maisons changent de main, des terres passent d'un camp à l'autre, des fortunes se font dans le sang. La ville apprend à baisser la voix. Les fils regardent leur père avec crainte. On ne sait plus qui dénoncera, qui frappera. Sylla, rassasié de pouvoir, remet un jour ses pleins pouvoirs
et s'en va mourir loin du tumulte. Mais son ombre demeure. Ses réformes cadenassent la cité. Le Sénat est renforcé, gonflé, sacralisé. Les tribuns de la plèbe, jadis voix ardente du peuple, voient leurs ailes rognées. On les prive de l'espoir d'une carrière plus haute après leur tribunat pour les rendre moins téméraires. Les magistratures sont étroitement réglées. Le jeu semble clos. Et pourtant, sous la surface docile, le feu couve. Les partisans de l'ordre sillanien, qu'on nomme plus tard optimates, s'arc-boutent sur leurs privilèges, défendent la suprématie du Sénat, se dressent comme un rempart de marbre contre toute vague populaire. En face, d'autres hommes, que les modernes appellent populares, cherchent à réveiller le peuple, à promettre des lois, des distributions, des réformes. Ils nient être des factieux, se disent les vrais défenseurs de la liberté. Entre ces deux pôles, la République craque, lentement. Des milliers de soldats qui ont suivi Sylla sur les champs de bataille sont revenus en Italie. On leur a promis des terres. Quelques-uns les ont reçues, au prix de confiscations qui ont chassé d'anciens propriétaires. Beaucoup, pourtant, demeurent insatisfaits. Les parcelles données sont maigres, les sols ingrats, les titres contestés. Dans les villages de l'Étrurie, de l'Ombrie, du Picénum, des hommes usés par la guerre regardent leurs mains calleuses et ne voient pas la récompense attendue. La rancœur s'installe. Ces vétérans, dressés au sang, ne craignent plus la mort. Ils n'ont pas oublié le bruit des trompettes, ni la sensation du fer. Ils attendent. Ils écoutent. Dans les campagnes, les grandes propriétés s'étendent comme des mers verts sombres. Les latifundia avalent les petites fermes. Les familles sénatoriales et chevaleresques entassent les terres, les exploitent avec des armées d'esclaves. Les paysans libres glissent, lentement, vers la ruine. Certains vendent leur lopin, d'autres s'enfoncent dans la dette. Ils partent pour la ville, espérant y trouver du travail, un patron, un morceau de pain. Rome grossit de cette marée humaine. Des milliers de pauvres s'entassent dans des insulas ébranlantes, ces immeubles maigres qui montent vers le ciel comme des menaces. Ils vivent des distributions de blé, les frumentazioni, que les magistrats organisent pour acheter la paix et la faveur. On fait la queue, on se bouscule, on attend. L'estomac devient un instrument politique. Celui qui donne à manger règne sur les voies. Même parmi les puissants, le déséquilibre grandit. La richesse foncière se concentre. Mais les campagnes électorales coûtent cher. Pour devenir questeur, édile, prêteur, consul, il faut organiser des jeux, orner le forum, corrompre parfois, montrer sa largesse. L'or coule. Les dettes s'acquittent les chevaliers qui prêtent à taux usuraires, tiennent dans leurs mains les destins de bien des nobles. Des sénateurs, nés dans des maisons antiques, se découvrent prisonniers de créanciers sans pitié. Les alliances se font, se défont, sous le poids de ces chiffres gravés sur des tablettes de cire. Dans cette Rome convulsée naît, quelque part vers la fin du IIe siècle avant notre ère, un enfant de nom illustre, mais de bourse amaigrie. Lucius Sergius Catilina. Il appartient à la gens Sergia, ancienne, patricienne, honorée dans les récits des ancêtres, mais que les tournants cruels de l'histoire ont laissé exsangue. Dans les couloirs du pouvoir, on le reconnaît à son nom, non à sa fortune. Cette disjonction, d'emblée, creuse une fissure en lui. Lors des proscriptions de Sylla, Catilina se jette du côté du vainqueur. Les sources disent qu'il participe activement à la chasse aux proscrits. Salluste, dans son récit, lui prête des violences sans frein, des confiscations avides. Cicéron, plus tard, ravivera ces images,
les peignant en traits noirs dans ses discours. Dans la poussière rouge des exécutions légales, Catilina forge sa réputation. Celle d'un homme qui ne recule pas devant le sang, qui sait profiter du désordre. Il apprend, au contact du régime sillanien, combien la loi peut plier sous le poids de la force. Après ces années d'ombre, Catilina suit la route traditionnelle. Questure d'abord, quelque part dans les années qui suivent. Il manie les comptes, apprend l'art froid des finances publiques. Puis vient la préture, attestée par Salluste. À ce moment, il fait déjà partie des magistrats supérieurs, ceux dont la voix pèse dans les assemblées. Sa carrière semble voler vers le consulat. La République le reconnaît, le hisse sur ses marches. Une province lui est ensuite confiée, l'Afrique. Là-bas, au-delà de la mer, il gouverne, probablement comme propréteur. Il y découvre un autre visage du pouvoir romain. Celui qui prélève l'impôt, rend la justice, commande les garnisons, traite avec les élites locales. Mais dans les provinces, la tentation est omniprésente. Entre ce qu'on prélève pour Rome et ce qu'on peut garder pour soi, la ligne est ténue, floue, souvent franchie. À son retour, des voix s'élèvent. On l'accuse de concussion, d'extorsion. On parle de repetundae, de sommes arrachées, gardées. Ce procès brise une première fois son élan. Nous sommes à la veille du consulat de 65. Il veut se présenter, rivaliser avec les plus grands. Mais la loi l'en empêche tant que son innocence n'est pas proclamée. Il est contraint d'attendre, cloué au banc des accusés, alors que d'autres montent à la marche suprême. Il est finalement acquitté. Mais l'humiliation reste. Il a vu sa route barrée par des ennemis, des créanciers, des rivaux masqués derrière les formes du droit. Dans la même ville, sous un même ciel, un autre homme trace un trajet inverse. Il ne naît pas dans une maison patricienne, mais dans une famille de chevaliers d'Arpinum, loin du faste des collines romaines. Marcus Tullius Cicéro. Il ne porte pas un nom qui ouvre toutes les portes. Il s'ouvre lui-même le passage avec sa voix, avec la force de ses mots. Il monte à Rome comme on monte à l'assaut. Sa questure en Sicile, en 75, le met au contact des plaintes des provinciaux, écrasés par certains gouverneurs. Il écoute, engrange, comprend la rancœur tranquille de ceux qu'on exploite au nom de la République. Plus tard, édile curule en 69, il charme la foule par des jeux mesurés, des dépenses raisonnables, des gestes qui montrent sa proximité avec les ordres supérieurs, sans oublier l'ordre équestre dont il vient. En 66, il devient préteur. Sa voix tonne dans les tribunaux. C'est dans le procès contre Vert, en 70, qu'il se révèle pleinement. Là, dans le combat contre un ancien gouverneur de Sicile accusé de rapines infinies, Cicéron se fait le glaive de la loi. Il défend les Siciliens, les humbles, contre l'arrogance d'un Romain de haut rang. Sa plaidoirie résonne comme un tonnerre. Vert renonce à se défendre. La ville remarque. Le Sénat l'entend. Les chevaliers le regardent comme un allié. Cicéron se dresse en défenseur de la Concordia Ordinum, cette harmonie fragile entre sénateurs et chevaliers qu'il rêve de cimenter. Il se pose en gardien de l'ordre, mais d'un ordre élargi, où son propre mérite trouve place. Ainsi, lorsque les ambitions consulaires se réveillent en Catilina, elles rencontrent sur la même route la figure grandissante de Cicéron. Catilina veut le consulat pour 65. Son procès africain le retient. C'est un contretemps, mais dans sa tête, c'est un crime de plus commis par le destin. Il revient alors pour tenter sa chance pour l'année 63. Les élections auront lieu en 64. Il se présente face à un adversaire inattendu. Un homo novus, un homme nouveau, sans ancêtre consulaire, mais porté par sa renommée oratoire. À leur côté se tient un autre candidat, Gaius Antonius Hybrida, figure trouble, endettée, compromise.
La campagne électorale qui s'ouvre est une bataille invisible. À Rome, les journées se succèdent, semblables en apparence, mais chaque salut, chaque poignée de main, chaque promesse engage la cité sur une pente plus raide. Catilina parle aux endettés, aux frustrés. Autour de lui se réunissent des aristocrates rongés par les créanciers, des jeunes gens brûlés par le désir de gloire mais sans fortune, des hommes qui ont perdu beaucoup dans l'ordre silanien ou qui n'y ont pas gagné assez. Il écoute leurs plaintes, les amplifie, laisse courir des mots dangereux. Allègement des dettes, renversement de certains privilèges, redistribution. Rien n'est écrit. Tout est suggéré. Cicéron, lui, rassemble ceux qui tremblent à l'idée de ses promesses. Il parle au Sénat, aux chevaliers, aux bourgeois modestes qui craignent la confusion. Il se présente comme le bouclier de la République. Sa langue est son arme. Dans les maisons, dans les forums, il répand l'image d'un Catilina dangereux, prêt à tout. Il entretient le soupçon d'une violence latente derrière les sourires du patricien appauvri. Les élections de 64 se tiennent sous un ciel lourd. Sur le champ de Mars, les centuristes se succèdent, votent, se parlent. Les rumeurs de corruption circulent. On chuchote que des bourses ont changé de main, que des promesses ont été vendues aux plus offrants. Personne n'est pur, tous se salissent. Quand le verdict tombe, il a le tranchant d'une épée. Cicéron et Gaius Antonius Hybrida sont élus consuls pour l'année 63. Catilina, encore une fois, est rejeté. Ce n'est plus seulement une défaite politique, c'est une humiliation publique. Un patricien ancien est battu par un homme nouveau venu d'Arpinum. Les rues bruissent de commentaires. Les regards se détournent de Catilina, ou se fixent sur lui avec une curiosité mêlée de crainte. Salluste et Cicéron parlent de corruption électorale, de manœuvres obscures, de tentatives désespérées. L'atmosphère s'épaissit. Autour de Catilina, certains se réjouissent de cet échec. Ils y voient le prélude d'un geste plus radical. Des endettés, des aventuriers, des désespérés se pressent autour de lui comme des papillons autour d'une flamme. Ses partisans voient en lui celui qui brisera les chaînes du crédit, qui effacera d'un trait les obligations écrites sur la cire. Ses ennemis l'imaginent déjà le glaive à la main, à la tête d'une foule armée. Cicéron, qui va entrer en charge le 1er janvier 63, perçoit ces mouvements. Il n'est pas un soldat, mais il sent, comme on sent un vent froid entrer par les fissures d'une porte, que quelque chose se prépare. Dans ses discours, il commence à noircir le portrait de Catilina. Il parle de mœurs dissolues, de violences passées, de fréquentations honteuses, de criminels, de débiteurs insolvables. Il bâtit une figure de l'ennemi intérieur. Les sources futures se demanderont quelle part de vérité et quelle part d'exagération se cache dans ces accusations. Mais à Rome, l'image prend, se fixe, se colporte. Pourtant, Catilina ne renonce pas. Au début du consulat de Cicéron, alors que les nouveaux consuls revêtent la toge prétexte, il prépare déjà une nouvelle candidature pour l'année 62. Les élections auront lieu en 63. C'est sa dernière chance de saisir ce sommet avant que le temps, la rumeur, la méfiance ne le condamnent aux marges. Rome, ce 1er janvier, ignore encore que, derrière ces jeux d'ambition, un drame plus vaste s'approche. La ville discute des dettes, des lois agraires, de la misère des campagnes, des tensions en Étrurie. Des vétérans s'enterrent, des paysans ruinés, des citoyens affamés murmurent leur colère. Dans une maison de marbre, un homme déçu rumine son échec. Dans une autre, un orateur triomphant médite sur la manière de protéger la République.